C'est un rendez-vous auquel vous êtes habitués, la revue de presse grand format, émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Bienvenue à toutes et à tous sur les antennes de l'Intelligent TV pour mieux comprendre les faits qui auront marqué l'actualité cette semaine. Deux invités pour nous accompagner ce soir, Beta Michel, directeur de publication du journal Le Bélier, et Dao Sekou, analyste politique. Vous aurez l'occasion de les voir dans quelques instants sur ce plateau. Mais avant, je vous propose qu'on découvre ensemble le sommaire de ce soir. Au sommaire de cette émission, la rencontre entre Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Les trois hommes se sont parlé le jeudi 14 juin 2022. Que faut-il en retenir? C'est la question à laquelle tenteront de répondre nos invités. Ils nous aideront aussi à mieux comprendre cette affaire qui oppose le Mali et la Côte d'Ivoire au sujet de l'arrestation de 49 soldats ivoiriens au Mali. Sans oublier l'interview du Premier ministre ivoirien Patrick Achi accordée à la RTI et NCI le mardi 12 juin 2022 pour évoquer les actions du gouvernement face à la vie chère en Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire. Bonne émission à toutes et à tous. Merci à Cécile Mobio de nous avoir aidé à planter le décor de ce soir. Mes invités sont déjà avec moi sur ce plateau. Beta Michel, directeur de publication du journal Le Bélier, bonsoir. Bonsoir Khalil. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Vous êtes sur ce plateau avec Dao Sekou, analyste politique. Dao Sekou, bonsoir. Bonsoir, Koné. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors messieurs, nous allons commencer avec le premier sujet de cette émission qui est relatif à la rencontre entre le président Alassane Ouattara et ses prédécesseurs Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié. C'était hier au palais présidentiel à Abidjan Plateau. À l'issue de cette rencontre, le président Laurent Gbagbo a lu une déclaration. On l'écoute et puis on revient pour le décryptage. La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité leur vue sur toutes ces grandes questions. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat socio-politique national en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son accueil fraternel. Je vous remercie. Voilà. C'est pas vite fait, Abidjan. Merci aussi à vous, Laurent Gbagbo, de nous avoir permis de prendre connaissance avec le contenu de cette déclaration. Alors, Beta Michel, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? De cette rencontre, il y a plusieurs faits marquants quand même à retenir. Le premier que je voulais faire remarquer, c'est que cette rencontre, comme ils l'ont tous souligné, est la première entre les trois personnalités. Deux anciens chefs d'État et un président en fonction. Le président Ouattara l'a dit à la suite de cette rencontre qu'il va écouter avec une attention particulière les apports de ses prédécesseurs dans la conduite de la nation. Mais je veux retenir deux choses dans le discours qui a suivi la rencontre. Vérité et décrispation. Vérité pour dire que désormais les trois personnalités ont décidé de se dire la vérité. Et je crois que cette vérité-là va soulager beaucoup de choses et permettre d'aborder les questions essentielles pour la conduite de la nation. Moi, je dis que je veux croire, je veux espérer que cette rencontre-là va sonner comme la nouvelle image politique de la Côte d'Ivoire, dans laquelle
on ne s'embouche pas maintenant avec les armes, on ne s'affronte pas maintenant avec les armes, mais on se donne le temps de se parler. De se parler pour trouver des solutions. De se parler pour conduire les affaires de la nation, en sorte que la Côte d'Ivoire se réunisse. Les Ivoiriens s'unissent autour des valeurs essentielles, la construction de la nation. C'est cela. Nous nous sommes longtemps échaudés, nous sommes longtemps divisés sur des questions qui n'en valaient pas la peine. Aujourd'hui, nos personnalités, disons que ce sont elles qui ont le plus, on l'a vu autour de toutes les élections qui ont précédé depuis 20 ans, ce sont elles qui mobilisent le maximum d'énergie des populations autour de leur personne. Donc si aujourd'hui, elles ont décidé d'unir leurs forces pour la construction de cette nation, je crois que chaque Ivoirien, quel que soit où il est, quel que soit où il se trouve, il doit comprendre que la division a trop perduré et l'unité doit être le socle de cette nation désormais. Nous avons de grands challenges à relever. Aujourd'hui, les challenges tels que la vie chère, mais ensemble, je sais que nous pouvons les relever. C'est pourquoi justement, la vie chère, on va en parler. Ouais, non, je n'en suis pas, mais je veux dire que cette unité scellée, cette volonté d'unité scellée doit nous guider aussi dans nos actions. C'est pourquoi vraiment je salue l'opposition notamment, parce qu'il a dit, je veux saluer la spontanéité. Parce qu'on a vu des présidents qui ont appelé leur opposition qui ne sont pas venus. Il a dit, je salue la spontanéité avec laquelle vous êtes venus à cette rencontre. Donc je veux dire que je salue cette vision de cette opposition nouvelle qui se naît en Côte d'Ivoire, qui veut construire la Côte d'Ivoire, non pas sur des querelles des personnes, mais sur des questions essentielles telles que la volonté populaire qui s'exprime, et c'est celle-là qui se fait voir. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Dao Sekou, vous de votre côté, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre entre les trois grands de la politique ivoirienne? J'ai été, excusez-moi, particulièrement séduit par la rencontre des trois fortes personnalités que contre notre paysage politique. Voir le président Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo ensemble au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire est un symbole fort, est un signal fort pour moi. Vous savez, les Ivoiriens dans la majorité étaient craintifs, étaient dubitatifs quant à la volonté réelle de nos leaders politiques à sceller la paix, à sceller la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais je pense que la rencontre d'hier est venue ajouter une sorte de sérénité, une sorte d'assurance, tout risque, à l'inquiétude qui germait dans le cœur des Ivoiriens. Parce que voir ces trois ensemble-là montre aisément que la réconciliation en Côte d'Ivoire est en marche. Cela est un signal fort pour les turiféraires de chaque camp, pour les laudateurs de chaque camp, les partisans de chaque camp qui ont longtemps entretenu cette guerre, cette crise à n'en point finir, à s'entre-déchirer. Je pense que cette image permettra à tous ces va-t-en-guerre de regagner la raison, de ne plus s'étendre dans les querelles à n'en point finir et de se donner la main pour regarder résolument vers la direction que leur impose aujourd'hui ces trois personnalités, c'est-à-dire la paix en Côte d'Ivoire, la réconciliation et surtout l'entente, la cohésion entre les Ivoiriens. Je pense que ce sont des images très fortes qui feront tache d'huile dans la construction même de la cohésion en Côte d'Ivoire. D'accord, c'est bien compris. Alors, M. Betta, je voudrais qu'on puisse commenter les propos du président Alassane Ouattara après cette rencontre. Il a dit, je le cite, « Cette rencontre sera régulière. Chaque fois que mes prédécesseurs auront le temps de reprendre ces échanges, je leur ferai appel pour recueillir leurs avis et leurs recommandations. Ce sera une très bonne chose pour la nation. » Commentaire. Non, mais ça se passe de commentaires. Cette phrase se passe de commentaires. Elle est toute dans l'analyse de cette phrase est toute dans la phrase elle-même. Il dit, je vais recueillir les avis. Je vais consulter mes prédécesseurs. C'est vous dire que le président Alassane Ouattara a compris une chose. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris qu'on ne construit pas en détruisant le passé. On le construit en s'appuyant sur le passé. C'est vrai, on peut reprocher à ses prédécesseurs d'avoir fait des erreurs, mais il ne faut pas que lui aussi il en répète. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Est-ce que vous voulez nous dire que le président Ouattara ne peut pas avancer sans l'appui de ses deux prédécesseurs? Avancer? Il peut avancer seul.
il peut avancer seul, mais à faire avancer une dans nation... le bon sens, dans le bon sens. Voilà, non, ce serait un peu naviguer à vue. Parce que vous voyez, il a sa vision de la Côte d'Ivoire. C'est sur cette base-là qu'il a été élu. Mais la Côte d'Ivoire a eu des acteurs essentiels qui ont conduit cette nation-là aussi avant lui. Donc il faut s'appuyer sur leurs erreurs, sur leurs qualités, sur leurs actions pour pouvoir construire le futur. Donc tu vois, ce futur qu'il veut là, il le veut grand. Je crois que Ouattara nous l'a dit toujours, il veut laisser un héritage qui soit grand. Et quand tu veux laisser quelque chose de grand, il faut savoir puiser dans le passé. Et ce passé-là, c'est ceux qui l'ont précédé. Donc aujourd'hui, en voulant construire cette nation grande-là, il veut s'appuyer sur l'expérience, même l'expérience manquée, l'expérience, je peux dire l'expérience faillite des autres, pour ne pas répéter ces mêmes erreurs. La Côte d'Ivoire ne veut plus replonger dans ce qu'elle a connu en 2010, en 2020, la crise après les élections. La Côte d'Ivoire veut vivre une Côte d'Ivoire après les élections qui continue de se construire. Aujourd'hui, les nations sont dans une... on a vu que les nations... On a parlé de mondialisation, mais on a vu que la construction nationale est importante dans cette mondialisation. Là, après, aujourd'hui, il y a un problème en Ukraine et en Russie, et toutes les nations en sont touchées. Imaginez-vous, si aujourd'hui nous avons pu construire notre nation autour des questions essentielles. Vous pensez que cette question, la question de l'Ukraine allait nous atteindre aussi fort comme c'est ce que nous vivons aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, quand le président Ouattara dit qu'il veut s'appuyer sur l'action de ses prédécesseurs aussi, c'est nous dire qu'il veut compter sur chacun de nous. Parce que ses prédécesseurs, d'aucuns se reconnaissent en eux. Ses prédécesseurs, d'aucuns, ils ont attaché aussi à ces gens. Il ne peut pas construire sans cette partie de la Côte d'Ivoire. Il veut construire avec chacun des Ivoiriens. Donc je crois que c'est la main tendue à nous tous, à tous les fils et filles de cette nation-là. Je crois qu'on ne parlera plus de tabourets qui appartiennent désormais à un camp et non pas aux autres. C'est ensemble que nous allons construire cette nation. Et je crois que ces mots-là sont un signal fort de notre volonté d'unité dans la construction. Monsieur Dao, pour vous, est-ce que cette rencontre, le fait que le président Ouattara rencontre ses prédécesseurs, est-ce que ce n'est pas une volonté de sa part vraiment de prendre appui sur ces personnes-là, de profiter de leurs expériences, comme M. Betta l'a dit, pour faire avancer le pays dans le bon sens? Oui, bien sûr. Vous savez, il ne faudrait pas occulter le fait que le président Bédié est quand même un dinosaure de la scène politique ivoirienne. Pareil pour le président Laurent Gbagbo, c'est des gens qui ont occupé la scène politique depuis belle lurette, qui ont une forte expérience de la gestion politique et étatique. Donc, je pense que le président Ouattara a bien compris l'utilité de ces deux personnalités. Il ne pourrait pas bâtir seul cette Côte d'Ivoire en ignorant royalement le président Bédié et Gbagbo, qui, il ne faut pas l'oublier, ont quand même des militants, ont quand même du monde avec eux et qui pèsent lourd dans la balance politiquement parlant en Côte d'Ivoire. Comment comprendre alors ces militants du RHDP qui disent que le président Laurent Gbagbo, quand il était là, il n'a rien fait, le président Bédié n'a rien fait également, c'est le président Ouattara qui est en train de faire quelque chose de positif pour ce pays. Et là, on voit le président Ouattara qui veut s'appuyer sur le passé du pays, c'est-à-dire l'expérience de ses prédécesseurs pour faire avancer ce pays-là. Généralement, la plupart des militants versent dans l'émotion. On ne peut pas dire que Bédié n'a rien fait. J'ai dit que Bédié avait un ambitieux programme ici sur ce plateau, notamment les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, qui a malheureusement connu un coup d'arrêt à cause du coup d'État de 1999. Donc il avait quand même un bon projet pour la Côte d'Ivoire, qui malheureusement il n'a pas pu mener à bien ce projet-là par rapport à ce que nous savons. Laurent Gbagbo effectivement a pris les rênes du pays dans des conditions que nous avons connues. Lui-même il a dit dans des conditions calamiteuses. Ça n'a pas été facile pour lui d'asseoir sa politique avec tous les remous qu'il y avait durant son magistère. Mais tout compte fait que les deux ont quand même des expériences fortes dans le domaine de la gestion étatique et politique. Et c'est à raison d'ailleurs que M. Ouattara avait s'appuyer sur eux. Ouattara le sait. Si c'était des personnalités inutiles, je ne pense pas que Ouattara les aurait appelés. C'est parce qu'il sait au fond de lui-même que ces deux personnalités peuvent lui apporter beaucoup de choses dans la construction collective de la Côte d'Ivoire, que M. Ouattara, par humilité, s'est adressé à eux. Je profite également pour saluer
le sens de responsabilité des deux présidents, notamment Bédié et Laurent Gbagbo, le sens du patriotisme, puisqu'ils ont répondu à l'appel. Ils pouvaient ne pas venir, et cela encore allait contribuer fortement à creuser davantage la division entre les Ivoiriens. Le fait qu'ils aient répondu favorablement à l'appel du président est à saluer, et je pense qu'ensemble, ils pourront apporter quand même les grains de sel à la construction collective de la Côte d'Ivoire. Alors, après la rencontre, on a entendu certaines personnes dire que les trois hommes ne nous ont servi que des promesses de se rencontrer régulièrement. Qu'est-ce que vous pensez? Non, non, prendre la chose ainsi, c'est réducteur. Moi, je crois que ces trois personnalités, même en se rencontrant simplement, ont su apaiser certaines tensions. Ils ont su apaiser certaines tensions parce qu'il faut le dire, le paysage politique n'est pas récent. Depuis 1993, après la mort d'Oufoué, il y a des clans qui se sont creusés, il y a des tensions qui sont nées. Donc ces tensions-là, elles ont été récutées, entretenues par les partis politiques. Donc ces tensions-là sont latentes, elles sont là, elles sont dans le cœur des Ivoiriens. Donc en voyant ces personnes-là dire aujourd'hui, bon, nous voulons nous appuyer ensemble pour construire la nation, ça va baisser les tensions. Il y a d'aucuns qui étaient là pour dire qu'aujourd'hui, il faut penser à la revanche de 2010. Donc, en voyant ces personnalités à se rencontrer, ça va emmener ceux-là à comprendre que de revanche, il n'en existe pas. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils devraient aller plus loin que le fait de venir nous dire ils vont se rencontrer régulièrement? Après la rencontre Ouattara-Bédié, c'est ce qu'on a entendu. Après la rencontre Ouattara-Gbagbo, c'est ce qu'on a entendu. Là encore, c'est la même chose. Moi, je pense que qu'en prenant les mots, sortant les mots dans leur contexte, nous n'allons pas voir la portée, je dis symbolique et aussi à noter de cette rencontre-là. Parce que vous n'oubliez pas que ça a été dit, c'est le levain de la décryptation. Et dans la vérité, mais écoutez, ils n'étaient pas obligés de le dire. Ils n'étaient pas obligés de le dire. Mais ils l'ont dit, je crois qu'ils vont s'en tenir à ça. Ils se sont parlé franchement. C'est vrai que ce n'est pas tout ce qui est exposé sur la place publique, mais nous l'ont dit en des mots assez simples pour que nous comprenions que c'est un pas essentiel pour eux de revenir à l'essentiel dans la construction de cette nation-là. On ne va plus s'en tenir à nos querelles de personnes, comme on l'a vu souvent. D'aucuns estimaient que tant que Laurent Gbagbo est là, moi je ne vais pas participer à la fête nationale, je ne vais pas participer aux fêtes nationales de l'indépendance. On a vu les partis politiques étaient invités, mais ils ne venaient jamais. Donc vraiment, aujourd'hui, je pense qu'avec ce climat-là, désormais, on verra certainement nos hommes politiques, nos acteurs essentiels se réunir lorsqu'il y aura des fêtes d'indépendance, il y aura des nouvelles années, ils vont aller se présenter les vœux. C'est ça aussi la politique. La politique, ce n'est pas que la belligérance. Il ne faudrait pas qu'on voie ça comme si ils sont venus juste pour le spectacle. Non, c'est loin du spectacle. C'est un signal fort. Et moi, je pense qu'il faut les prendre au mot. Il faut leur donner leur responsabilité. Ils ont décidé de la mener à bon port. Il faut leur permettre de le faire en croyant en ce qu'ils seront capables de faire. D'accord. M. Dao, à quoi s'attendre désormais après cette rencontre entre ces trois et puis après avoir entendu tous ces propos? Je pense qu'il faut s'attendre quand même à des lendemains meilleurs. Et cette rencontre n'a pas été fortuite. Ce n'est pas sur un coup de tête qu'elle a été faite. Il y a eu des tractations sûrement qui ont été faites à un certain niveau qui a permis d'aboutir à cette rencontre-là. Donc, les trois ont décidé de s'inscrire résolument dans le cadre du dialogue afin de trouver des solutions idoines et pérennes aux différentes crises que nous connaissons. Et je pense que les résultats à venir seront véritablement intéressants pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens en général. Il faut dire que le véritable problème que nous avions ici en Côte d'Ivoire, c'est la passion débordante des militants. Ils sont très souvent plus royalistes que le roi lui-même. Aujourd'hui, je pense que cette image que nous serrent les trois leaders permettra aux uns aux autres de tempérer un peu les ardeurs et de revoir à la baisse leur intention de belligérance pour s'inscrire dans la ligne droite que leur impose le président Ouattara, le président Gbagbo et le président Bédié, puisqu'en réalité, il n'y a jamais eu d'inimitié véritable entre les trois. J'en veux pour preuve les différentes alliances qu'il y a eu en 1995 entre Ouattara et Bédié, entre Ouattara et Gbagbo, ensuite Bédié et Ouattara, aujourd'hui Bédié et Gbagbo. Avant ça, il y a eu aussi une opposition entre Alassane et puis Gbagbo en 2010. Oui. En fait, c'était des crises mineures en réalité. Les trois sont amis. M. Dao. Oui, non, quand je dis des crises mineures, je ne parle pas des conséquences de la crise. Tout en l'heure, j'ai dit, il y a des militants qui sont plus royalistes que le roi. C'est-à-dire qui prennent à bras le corps les problèmes
plus que les têtes, plus que les tenants. Et dans un tel contexte, je pense qu'aujourd'hui, la rencontre-là va permettre de décrisper un peu les tensions, de tempérer les ardeurs des uns et des autres, et qu'ensemble, nous allons éviter encore de faire replonger la Côte d'Ivoire dans le chaos que nous avons connu il y a cela 10 ans. D'accord, on va attaquer à présent le deuxième sujet de cette émission. Le sujet il est relatif à l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Alors messieurs, vous avez appris l'information. 49 militaires ivoiriens ont été arrêtés au Mali. On a entendu plusieurs communiqués. Selon les Maliens, il s'agit des mercenaires. Selon l'État ivoirien, ce ne sont pas des mercenaires. Comment chacun de vous apprécie, quelle est votre lecture de cette situation, M. Beta? Vraiment, on peut quand même être triste de ce qui est advenu de nos militaires qui sont aujourd'hui détenus, et c'est des familles qui sont en peine. Mais je veux dire, c'est le métier qu'ils ont choisi, celui des armes. Souvent on y va, on n'y revient pas, mais ils sont encore en vie, Dieu merci. Sur la question, moi j'ai une approche un peu particulière, je crois, parce qu'il y a tellement de communiqués. Les communiqués sont tellement divergents qu'aujourd'hui on voudrait comprendre. En tant que journaliste, la question que je me pose naturellement, c'est le manque de solidarité. Je veux dire même de la communauté internationale. Parce que là, quand tu écoutes certains reportages, on a l'impression que l'ONU même ne se sent pas concernée, n'a pas la juste appréciation de cette situation. Parce que là-bas aussi, il y a des communiqués divergents. Je crois qu'aujourd'hui, pour nous autres Ivoiriens, ce sont nos frères qui sont encore détenus là-bas. Et ce que nous souhaitons, que cette situation se dénoue vite. Mais sur la question je parlais de l'accusation même des autorités maliennes. Il faut dire que c'est une accusation assez légère. C'est vrai qu'on ne va pas aller fouiller pour savoir s'ils ont des éléments tangibles de ce qu'ils avancent, mais je crois que pour des gens qui viennent faire une opération comme celle qu'on décrit les autorités maliennes, elles sont un peu trop visibles. Ces personnes-là sont un peu trop visibles. On ne vient pas à 40 en groupe pour faire un coup d'État. Pour faire un coup d'État comme les gens le prétendent. Pour faire un coup d'État, vraiment, nous ne sommes pas militaires, mais je crois qu'il y a certaines discrétions, il y a certaines attitudes qui doivent couvrir l'action. L'action doit être tellement subtile qu'elle ne se mène pas sur un aéroport avec des passeports visibles autant pour venir dire, bon, je rentre dans le pays dans l'espoir de faire un coup d'État. Encore que, je m'explique, c'est une relève. Donc, si on a besoin de faire un coup d'État, on n'a pas besoin de relever, on prend ceux qui sont là-bas pour le faire. Est-ce que vous pensez que cette affaire est bien gérée par le gouvernement ivoirien? Non, si la question, même moi, la question que je me suis posée, je dis, mais notre ambassadeur au Mali, il est où? Parce que, en fait, c'est lui qui est sur le terrain. On n'a vu nulle part une action de cette personnalité-là. Je me suis posé la question, mais non seulement on n'a pas rappelé notre ambassadeur après cet incident, et on ne l'entend pas. Est-ce que l'ambassadeur est informé de ce qui se passe ou bien c'est une action qui le dépasse ou bien qui est au-dessus de ça? C'est vrai que les autorités au plan national, les autorités ivoiriennes réagissent, mais l'ambassade qui est proche de l'action devait avoir quand même des réactions pour nous faire comprendre que nous suivons l'action au quotidien, nous suivons ça au quotidien et voilà ce qu'il y en est. Nos hommes sont vraiment peut-être détenus, mais ils sont en bonne santé, ils sont en temps. Vous estimez qu'il y a une faille au niveau de la diplomatie ivoirienne? Non, au niveau de la diplomatie ivoirienne, je crois que sur la question, elle n'existe même pas. Moi, ce sont des choses sur lesquelles je suis vraiment regardant. Parce que je me dis, c'est vrai que le président de la République réagit, mais avant le président de la République, il y a des autorités, il y a des personnalités, c'est l'ambassadeur, c'est bon, je dis, bon, vraiment, celles-là, elles sont où? Voilà, moi, je me pose cette question. Maintenant, pour en finir, je dirais que je souhaite, de mon point, je souhaite que nous comprenions que la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est deux peuples frères. Ces deux peuples frères, nous n'avons pas besoin de verser dans cette belligérance inutile-là. Il faut que les ardeurs se calment très vite pour qu'on en revienne à de bonnes relations pour la suivi de nos populations et pour la vie de nos populations. La pauvre ne se battent pas, les pauvres se construisent ensemble. Voilà ce que je veux dire. C'est bien compris. Alors, M. Dao, est-ce que vous pensez aussi que la diplomatie ivoirienne est en panne quant à la gestion de cette affaire? Non, je ne le pense pas. Vous savez que les questions militaires sont très délicates. Les questions militaires ne se règlent pas
comme les questions civiles. Parce qu'il suffit de la moindre incartade pour faire exploser tout. Donc c'est des choses qui se font en toute discrétion, loin des regards des profanes, des choses qui se font dans la diplomatie en haut lieu. Mais ceci dit, j'aimerais quand même attirer votre attention sur ce qui se passe au Mali. L'arrestation de nos militaires au Mali montre, est révélatrice pour moi, de l'incompétence notoire, de l'incurie même, des soudards, je pèse bien mon mot, des soudards au pouvoir au Mali. Ils n'ont aucune Pourquoi connaissance. pas l'incompétence des autorités ivoiriennes? Comment? Pourquoi pas l'incompétence des autorités ivoiriennes? Non, je ne peux pas tout de go accuser les Parce que autorités ivoiriennes c'est une affaire qui concerne quand même les deux pays. Mais je dis d'abord l'incompétence de ces soudards au Mali qui ont agi par émotion plutôt que d'agir par intellect. Vous savez, lorsque vous recevez sur votre territoire des militaires qui viennent assurer la relève de leur unité par rapport au contrat qui a cours au Mali depuis 2019 avec la compagnie SAS, je pense que même si vous avez des griefs à formuler contre ces unités-là, il y a certaines voies autorisées par lesquelles il faut passer. On ne peut pas venir se répandre à la télévision, accuser une armée régulière d'un pays frère de mercenaires. Le mot est très fort. Mercenaires, ça veut dire que c'est des individus qui ont été payés pour venir déstabiliser, les institutions d'un pays frère. Et là, c'est très grave. Parce que j'essaie de mener mes enquêtes. Il n'en est rien. Ce ne sont pas des mercenaires. Ce sont des militaires régulièrement inscrits au ministère de la Défense. C'est ce que dit le gouvernement ivoirien. Mais bien sûr, tout à l'heure, je disais que... À l'ONU, comme Beta l'a dit, il y a une confusion. Le Mali dit autre chose. L'ONU a raison de dire que c'est parce que ce n'est pas des casse-bleus. Parce qu'effectivement, ce ne sont pas des casse-bleus. C'est des militaires qui interviennent dans le cadre de la MINUSMA, qui est différent de l'ONU. C'est différent. C'est deux choses, deux entités différentes. Donc c'est à raison... La MINUSMA, c'est l'ONU. Donc c'est à des Nations Unies au Mali. C'est à raison, au Sahel. oui, de la MINUSMA, mais ils n'ont pas mission de l'ONU. Ils y sont pour la relève, pour la sécurisation de l'aéroport en partenariat avec la société SAS, mais pas dans le cas de l'ONU. Donc c'est à raison que l'ONU dit qu'ils sont part de leur effectif. Mais cela ne fait pas des mercenaires. Voilà pourquoi je parle de l'impéritie, de l'incurie, de l'incompétence des autorités maliennes qui ont leur agenda, ils ont un agenda qui est bien défini. Aujourd'hui, le Mali fait un combat par procuration de la Russie en Afrique. La Russie a bien envie d'étendre son hégémonie en Afrique. Et donc, Assimi Goïta, la junte au pouvoir, fait le jeu de la Russie en s'en prenant aux supposés proches de la France, notamment la Côte d'Ivoire qui est vue comme le pays qui a activé les sanctions contre le Mali. Donc, à travers cela, le Mali cherche à humilier d'abord la Côte d'Ivoire en détenant des militaires régulièrement inscrits au ministère de la Défense. C'est un défi qui lance à la Côte d'Ivoire, c'est un défi, une humiliation même qu'ils veulent nous faire subir, et aussi montrer à Poutine, leur nouveau maître, quitter un maître pour un autre. Je pense que ça, on ne parle pas de souveraineté ici, leur dire qu'ils sont prêts pour exécuter tous les ordres qui viendront de la Russie. C'est tout. On vous a bien compris. Alors, M. Beta, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le gouvernement ivoirien doit retirer toutes les forces qui sont présentes au Mali? Non, mais toutes les forces sont présentes dans le cadre de la communauté internationale. Ce ne sont pas des forces qui sont présentes juste parce que les autorités ivoiriennes le veulent. C'est au terme de... Non, on parle des forces ivoiriennes qui font partie de... La MINUSCA. Je dis, c'est tout ça là. Elles ne sont pas là parce que les autorités ivoiriennes seulement le veulent. Elles ont signé des accords avec la communauté internationale dans le cadre de la sécurisation du Sahel. Donc je crois qu'elle ne peut pas dire tout de go comme ça, nous allons les retirer. Je crois qu'il y a lieu de discuter. Moi, je suis de ceux qui pensent que la diplomatie, c'est pourquoi j'ai parlé de notre diplomatie qui, ma foi, me laisse penser que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai que c'est des questions militaires, mais au-delà des questions militaires, il y a la volonté de savoir, il y a la volonté de communiquer. Sur la parole de la communication, vous pensez qu'elle est mal gérée? Non, je ne dis pas qu'elle est mal gérée, mais elle a des couacs, elle a des questions qui ne sont pas trop maîtrisées autour. Parce que quand deux communiqués,
hein, viennent, et le premier de nos communiqués, on dit libérer automatiquement nos forces. Maintenant, lorsque à l'ONU, le communiqué de l'ONU sort, on dit mais ce ne sont pas des forces de la MINUSCA. Mais au moins, l'ONU aurait pu prendre la mesure de les situer. Ils disent même pire, ils disent même qu'ils ne sont pas dans le cadre de la relève même. J'ai vu le communiqué. Bon, on se pose des questions, mais je dis, là n'est pas la question. La question est qu'on a des militaires ivoiriens qui sont détenus au Mali. Le Mali était un pays frère. La Côte d'Ivoire et le Mali nourrissent une fraternité de longue date. C'est l'occasion de faire jouer ça. Et pourquoi j'ai parlé de notre diplomatie? Parce que, en fait, moi, ce que je demande même à notre ambassadeur, simplement, au moins, avoir quand même demander à rencontrer nos... C'est vrai qu'elles sont détenues, mais dans le cas de la diplomatie, on peut quand même avoir accès pour voir si elles se portent bien. Peut-être que ce sont des choses qui se font de façon souterraine. Non, quand on dit elles se portent bien, tu veux dire quand même nos forces détenues au Mali se portent bien, hein, elles sont gardées, peut-être dans le secret, ça se dit. Mais elles sont accusées d'être des mercenaires, oui. On ne peut pas avoir accès à non, quand on dit accès, c'est pas forcément que tu vas échanger, mais dans le cadre diplomatique, on le voit souvent même dans des situations de crise plus graves. Les ambassadeurs des autres pays disent, mais notre citoyen détenu, même dans les guérillas, dans les guérillas, on a vu avec la guérilla, choses colombiennes et tout, les ambassadeurs pouvaient donner quand même la situation, il est toujours en vie. On peut dire au moins, il est toujours en vie, il se porte bien. On peut le dire, mais je vois que sur ces questions-là, elles sont suffisamment absentes. Au point que nous, on se pose la question de savoir, est-ce qu'elles sont encore vivantes? Ça, on peut se poser cette question-là. Est-ce que nos 49 militaires accusés de mercenariat sont encore en vie au Mali? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc, naturellement, je dis que, pour moi, la vie des Ivoiriens est tellement importante. Donc, quand je vois un Ivoirien dans une situation assez délicate, je me dis, la première des choses, c'est rassurer sa famille. Parce que c'est elle qui s'inquiète le plus que nous sommes en train de détruire les familles, les fils, les enfants, les femmes. Il faut les rassurer. C'est pourquoi je parle de diplomatie. Il faut qu'il y ait un communiqué de ces gens-là pour nous dire qu'elles se portent bien. Au moins ça, on en a besoin. D'accord. Alors, monsieur Dao, vous voulez réagir par rapport au propos de Beta relativement à la diplomatie? Oui, mais c'est vrai, la diplomatie peut se mettre en branle, mais comme je le disais, vous savez, les questions militaires sont très délicates. Elles sont très délicates. Je sais qu'il y a des tractations actuellement qui ont cours, il y a des tractations, parce que l'accusation est très grave. On accuse nos militaires d'être des mercenaires. Et c'est l'état-major même malien qui l'a dit au journal. Le porte-parole est venu et il a dit que ils ont été des mercenaires. Donc, dès lors que nos militaires sont traités de mercenaires, on sort de tout cadre républicain et on va dans un autre cadre. Et là, ça risque d'être compliqué. Même si tractation il y a, cela ne peut pas être mis au grand jour. Je pense qu'à mon sens, qu'il y a des tractations qui sont faites et j'espère, comme le Beta l'a dit, que nos militaires sont en vie et qu'on trouvera quand même une issue heureuse. Parce que je me pose une question. Comment 49 personnes peuvent perpétrer un coup d'État, une déstabilisation dans un pays comme le Mali? Je m'interroge, quel que soit leur niveau d'expérience, quels que soient les armes qui sont. Pour faire un coup d'État, on a besoin de combien de personnes? Non, en fait, ça dépend. Mais 49 personnes venir déstabiliser un régime militaire comme au Mali, avec des mercenaires de Wagner à leur côté, je m'interroge. Et relativement à cette question, les autorités maliennes ont fait sortir un communiqué hier pour décider de la suspension des rotations militaires de la MINUSMA au Mali. Mais justement. C'était l'objectif qui était visé? Non, il fallait s'y attendre, Le Mali est dans une posture de rompre avec tout ce que la communauté internationale lui offre comme solution militaire à la résolution de la crise au Mali avec les Touaregs et les tueries de tous ces terroristes. Mais il ne faut pas occulter le fait qu'aujourd'hui, les armées maliennes, les armées de la Russie sont en échec devant les terroristes. Il y a des tueries de sorte que même aujourd'hui, les civils même sont plus menacés que les vrais terroristes. Donc vraiment, le Mali est dans une posture où elle est face à un échec puissant de sa posture militaire vis-à-vis des terroristes. Au point qu'on mélange tout le monde, civil, terroristes, tous sont passés aux armes sans qu'on ne puisse en juger de la portée des actions. Parce que
imaginez-vous, lorsque les civils sont tués dans une opération militaire, on le signale, on dit, ouais, malheureusement, on a tué 5 civils. Mais aujourd'hui, au Mali, les civils sont confondus avec les terroristes. De sorte quand ils tuent même 10 civils, ils disent qu'ils ont tué 10 terroristes. Donc, on a une confusion qui est telle que, comment s'en sortir? Comment trouver le juste milieu? Parce que tant que les forces, je dis, internationales sont là, il y a des limites à l'action militaire qui peut pas mener. Et aussi, les actions militaires sont épiées, de sorte que les civils sont pas on ne peut pas passer en perte de profit la mort des civils comme on en passe comme on peut passer celle des terroristes. Donc, le Mali est dans une posture délicate. Mais elle adopte l'attitude la plus dangereuse dans cette posture délicate-là. Au lieu de chercher à s'en sortir, elle cherche des boucs émissaires. Bon, ça fait plaisir à certaines de leur population, parce que quand on entend un peu les commentaires des populations maliennes, elles sont heureuses qu'aujourd'hui, les forces ivoiriennes soient arrêtées là-bas. C'est inutilement qu'elles créent des tensions entre les populations. Moi, c'est pourquoi j'en appelle à la hauteur d'esprit de nos autorités, afin qu'elles ne cèdent pas. Hein. C'est vrai que c'est douloureux, nos militaires sont détenus de façon illégale au Mali, mais il ne faut pas céder à la provocation. Il faut privilégier le dialogue pour sortir de cette impasse-là. D'accord. Alors, M. Dao? Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali est le prolongement de la guerre Russie-Ukraine, autrement dit la guerre OTAN-Russie. Il est clair aujourd'hui que le Mali agit sous la dictée de la Russie. Aujourd'hui, quand je dis la Russie veut étendre son hégémonie en Afrique, eh ben, l'exemple il est clair. Lorsque le Mali cherche à renvoyer toutes les forces étrangères sur son sol, mais cet ordre vient de son nouveau parrain qu'est la Russie. La Russie aujourd'hui ne veut pas s'accommoder des forces étrangères en Russie. Donc elle cherche des voies et moyens pour débarrasser le plancher malien de toutes ces forces étrangères pour pouvoir mieux s'implanter, mieux opérer, mieux piller toutes les richesses au Mali. Ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, les soudards au pouvoir, la junte au pouvoir au Mali, eh ben, elle est là pour sa propre sécurité, elle est là pour pérenniser son pouvoir. Elle sait que la présence de ces forces étrangères-là va la contraindre à plier bagage très tôt. Et donc, elle cherche toujours des boucs émissaires, elle cherche toujours des artifices, des subterfuges pour chaque fois trouver l'occasion pour prolonger leur mandat au pouvoir. Donc, je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali est révélateur hein, de la volonté de la junte de rester au pouvoir, de déchirer les accords qui ont été conclus avec la CEDEAO, c'est-à-dire revenir à l'ordre constitutionnel dans 2 ans. Les Maliens en ont cure et cherchent toujours des moyens pour déjouer, pour faire du dilatoire, pour s'installer le plus longtemps possible au pouvoir, avec bien entendu la bénédiction des Russes et les mercenaires Wagner. Alors, est-ce que le Mali est aujourd'hui suffisamment prêt à assurer seul sa sécurité? Non, pas du tout. Aujourd'hui... Oui, non, nous voyons qu'aujourd'hui, la question au Mali, ce n'est pas une question malienne. Il ne faut pas que les Mali oublient que la question du terrorisme dans la sous-région, ce n'est plus une question malienne. C'est une question sous-régionale. Oui. Qu'il faut qu'on unisse nos forces pour faire face. Donc, on dit que le Mali ne peut pas, c'est un euphémisme. Le Mali ne peut pas seul faire face au terrorisme sur son territoire. C'est un territoire trop vaste. C'est impossible. Donc, et puis, les moyens dont elle dispose, elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Donc, pour dire que, en fait, je suis de ceux qui pensent que loin des discours de belligérants, des discours de bras de fer, il faut éviter de céder à la provocation. Parce que l'attitude de l'autorité malienne est une attitude de provocation. Ce qui ne peut pas produire les résultats escomptés. Mais ça, le mal dans nos territoires, c'est que les populations n'ont pas cette large vision de leur situation réelle, au point qu'elles sont soutenues par les populations au Mali. Dans leurs actions, même contre la Côte d'Ivoire, beaucoup sont les populations maliennes qui les soutiennent. Nous voyons les commentaires, nous suivons l'actualité au Mali. Donc, c'est vous dire que, en fait, elles font du populisme. Et le populisme, il y a toujours des personnes pour y adhérer. Sinon, la question du terrorisme au Mali n'est pas une question malienne. Il faut que le Mali s'enlève ça dans la tête. Ce n'est pas une question malienne, mais je déplore beaucoup de choses, mais je dis, ce n'est pas une question malienne. Il faut que le Mali
fasse en sorte que, ensemble, nous puissions juguler ce mal-là. Pour ne pas qu'il atteigne d'autres territoires et qu'il s'étende dans la sous-région pour en faire des États, des no man's land, créés par le terrorisme. Alors, M. Dao, on sait que les autorités maliennes ont dit rendre le pouvoir aux civils en mars 2024. Est-ce qu'avec cette façon de procéder, on peut y voir une volonté de rester au pouvoir au-delà de 2024? Bien sûr. En réalité, cette junte au pouvoir n'a jamais nourri le désir de céder le pouvoir un instant. Tout se voit dans leur agir au quotidien, dans leur façon de faire, dans leur façon de gérer même la chose de l'État au Mali. Et n'ont pas la volonté de céder le pouvoir aux civils. Ils sont venus pour s'enrichir par tous les moyens, pour se pérenniser au pouvoir. Donc je pense que la volonté de la communauté internationale de voir un retour constitutionnel d'ici 2024, pour moi c'est du leurre. Pour moi ça n'aura pas lieu, parce que cette junte-là n'a aucune intention, surtout qu'elles ont l'appui des mercenaires de Wagner. Elle fera tout pour se maintenir. Et aujourd'hui l'opposition est muselée au Mali. L'opposition ne peut pas s'exprimer au Mali. L'opposition est muselée. Tous ceux qui parlent dans le sens du pouvoir ont droit de citer au Mali. Mais dès lors que tu entreprends, tu embouches une autre trompette, eh bien, la foudre s'abat sur toi. Donc c'est dire que moi, cette volonté de revoir les civils au pouvoir en 2024, je n'y crois pas. Avec ce que ces Maliens font, avec leur comportement à se débarrasser de toutes les forces étrangères sur le sol, se comporter comme des voyous, comme des rebelles, comme des mercenaires. C'est eux-mêmes les mercenaires, comme des voyous. Je pense que je n'y crois pas. Et ce serait vraiment dommage. Il faudrait que la communauté internationale réfléchisse sur un modus operandi pour contraindre ces voyous au pouvoir au Mali de se revoir, de revoir leur attitude avec la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre en vase clos. Nous sommes dans la mondialisation. Le terrorisme n'est pas un combat pour un seul pays, c'est pour tous les pays. Aujourd'hui, les forces étrangères au Mali ne sont pas là pour les besoins du Mali. Elles sont là pour contenir l'expansion du terrorisme dans les autres pays. Ce n'est pas seulement pour le Mali. Donc leur présence au Mali n'est pas seulement pour le Mali, mais leur présence c'est d'empêcher l'expansion, c'est d'empêcher que les troupes djihadistes étendent leur califat dans tous les autres pays de la sous-région pour vraiment installer du désordre, des chaos à n'en point finir en Afrique et dans le monde. Tout à l'heure, on va parler de la cherté de la vie, mais avant, une dernière question pour vous, M. Beta. M. Dao ne croit pas à un retour au pouvoir des civils en 2024. Vous pensez quoi? Non, ce que moi j'en pense, c'est pas là le plus important. Moi je dis que nous sommes dans une phase assez délicate pour nos États dans la sous-région, parce qu'avec 2 coups d'État, 3 coups d'État dans la sous-région, nous sommes arrivés à un État, à une situation où nous craignons même pour les États dits démocratiques. Donc nous sommes arrivés à une impasse dans la sous-région, de sorte que les militaires même croient plus qu'ils ont droit de citer au pouvoir que tout autre citoyen. Donc cette situation au Mali, elle est également présente au Burkina, elle est également présente en Guinée. Sur 7 pays de la sous-région, nous en avons déjà 3 qui sont dirigés par des militaires. Donc le retour des civils, ce n'est pas seulement au Mali, mais c'est dans les pays de la sous-région, de sorte que les militaires ne s'avisent plus de tenter des coups d'État. On l'avait souhaité, mais avec ces ressurgences des coups d'État, nous sommes à nous interroger. Que les autorités maliennes cèdent le pouvoir aujourd'hui. On a eu des civils qui ont cédé, le lendemain, il y a eu un coup d'État. C'est vous dire que ce n'est pas, la question même n'est même pas qu'on cède le pouvoir aux civils, la question qu'on fasse en sorte que les civils puissent demeurer au pouvoir. Donc ça, ce n'est pas seulement pour la junte militaire au pouvoir au Mali, mais c'est pour tous les États de la sous-région, afin que les coups d'État, on n'en parle plus dans notre région, mais on parle plutôt d'élections et de vainqueurs d'élections en transition pacifique du pouvoir. D'accord, on va suivre de près la suite de cette affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Mais en attendant, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de débats en Côte d'Ivoire. C'est la vie chère. Le Premier ministre a accordé un entretien aux chaînes RTI et NCI pour évoquer les actions du gouvernement face à ce fléau. Vous l'avez écouté, vous l'avez suivi. Qu'est-ce que, Dao Sekou, comment vous avez trouvé sa communication? Est-ce que ça a été rassurant pour vous, convaincant? Oui, honnêtement, j'ai apprécié à sa juste valeur la sortie du Premier ministre parce qu'il était temps. Les Ivoiriens, dans leur majorité, commençaient à crier leur ras-le-bol face à la cherté de la vie, au renchérissement des prix qui va crescendo.
Donc il était quand même opportun, à mon sens, que le chef du gouvernement sorte un instant pour s'adresser aux Ivoiriens dans leur majorité, leur expliquer ce qui se passe et voir ensemble quelles solutions apporter, ce qui a été fait par le gouvernement et ce qui le gouvernement compte faire pour encore améliorer l'état financier des Ivoiriens. Moi, j'ai apprécié sa sortie parce qu'il a éclairé nos lanternes sur la cherté de la vie, notamment les hydrocarbures. Il a même fait une démonstration sur le plateau par rapport à la participation même du gouvernement quant aux subventions que le gouvernement apporte. Pour 735 francs, l'État apporte 1120 francs. Exactement. Pour ce qui est du super. Oui. Et puis du gasoil, 615 francs. Oui. L'État subventionne cela à hauteur de 1130 francs. Exactement. Donc ça montre aisément que beaucoup d'efforts ont été faits de la part du gouvernement pour quand même amortir le choc financier chez les Ivoiriens. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, il y a quand même beaucoup à faire. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous avons des ressources naturelles qui pourront quand même nous permettre de juguler, d'amortir un peu cette crise que nous vivons. Je pense que si le gouvernement le veut, il peut mettre en évidence nous-mêmes notre propre ressource pour essayer, ici à notre niveau quand même, de pouvoir apporter notre expérience dans le règlement de cette crise financière que nous traversons. Monsieur Betta, vous avez été convaincu, rassuré par les propos du Premier ministre. Il a expliqué les causes, il a détaillé les actions du gouvernement pour tenter de juguler ce fléau. On vous voit sourire déjà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu sais, quand j'ai écouté le Premier ministre, je me suis dit, mais depuis que Ouattara est au pouvoir, il n'a rien fait dans ce sens-là. C'est maintenant qu'il nous propose des solutions. C'est maintenant qu'il prétend avoir maîtrisé quelque peu le coût du carburant. Bref, pour dire qu'il y a une situation qui est alarmante quand même, hein, quand on regarde la cherté de la vie. La cherté de la vie, ce qui est alarmant dans cette situation, c'est que c'est à tous les niveaux. C'est vrai, c'est au niveau des hydrocarbures, mais c'est au niveau aussi des denrées que nous cultivons au plan national. Comment tu peux comprendre qu'on arrive à faire du piment cher? On arrive à la vie chère avec de l'aubergine chère. Mais on a des terres arabes à profusion en Côte d'Ivoire. Du nord au sud. C'est comme quelqu'un disait, le sud du Burkina, là, hein, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Donc là-bas, on cultive de l'oignon. On cultive des produits, des vivriers en abondance. Mais en Côte d'Ivoire, au nord, presque rien comme vivrier. On a l'impression que c'est le sud ceux qui peut le faire. Bref, pour dire que, en fait, de la lecture de l'intervention du Premier ministre, on en voit du discours, mais pas d'action. C'est dommage, parce que je ne vois aucune action, aussi notable soit-elle, pour nous dire que voilà où on a maîtrisé la vie chère. Vous faisiez allusion aux chiffres, mais la différence des chiffres, là, la différence des chiffres, quand tu dis il aurait atteint 1200 si on n'avait pas subventionné. Si on n'avait pas subventionné. Ce sont quand même des actions. Non, j'en viens. Il y a aussi le plafonnement. Il y a aussi des actions de plafonnement, mais lui-même il a reconnu que sur le plafonnement, certains industriels rusent. Parce que d'autres continuent de renchérir sur les prix, hein, pour se faire du bénéfice sur le dos des populations. Moi, je crois que le Premier ministre donne dans le spectacle plutôt que dans l'action. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que de tout temps, la Côte d'Ivoire a toujours eu un ministère de l'Agriculture. C'était l'occasion de nous montrer le bilan agricole de ce gouvernement-là pour nous dire en point à quel niveau il est arrivé dans la production des denrées de première nécessité. Vous pensez qu'il a raté sa sortie? Il a raté totalement sa sortie. Il aurait pu se taire même et laisser le soin. Parce que la question de la vie chère, elle est plus dans l'action, c'est vrai, dans la projection. Elle est plutôt dans la projection que dans l'action. C'est ce qui est dommage. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le gouvernement n'a pas vu venir. Non! D'accord, c'est compris. Alors, M. Daon, le Premier ministre Patrick Achi a raté sa sortie. Non, pas du tout. Il tombe dans le spectacle. Non, il fait du discours que de l'action. Je ne crois pas. Vous savez, lorsqu'on est responsable, lorsqu'on est Premier ministre, ministre ou président de la République, et lorsque son pays fait face à une situation dont les origines viennent de l'extérieur, notamment due par l'inflation mondiale à cause de la guerre russe, il faut quand même avoir l'intelligence de s'adresser à son peuple. Et je pense que cette démarche du Premier ministre est à saluer d'abord.
que cela soit mal vu ou mal perçu, c'est pas ça le problème. Le fait d'abord qu'ils sortent, venir s'adresser au peuple est une marque de considération d'abord qu'il faut saluer. Maintenant, quant à la démarche à adopter, quant à ce qu'on doit faire, quant à ce qu'on doit faire à court, moyen et long terme, ça c'est une autre paire de manches. Mais je pense que déjà, le fait qu'ils sortent, s'adresser à nous les Ivoiriens, qui étions dans l'attente de comprendre ce qui se tramait, ce qui se passe, je pense que cela a salué, c'est une bonne démarche. C'est une démarche responsable que je salue en fait. Donc j'estime qu'il n'a pas raté sa sortie. C'est vrai, je le disais tantôt, il y a beaucoup de choses à faire, notamment nous-mêmes, nous avons nos propres ressources ici, nous avons des produits de première nécessité que nous pouvons cultiver ici sur le sol ivoirien. Je pense que le gouvernement peut attribuer des subventions aux uns et aux autres afin de développer ces cultures-là pour nous permettre de ne plus trop dépendre par rapport à ces produits de première nécessité de l'extérieur. Et puis aujourd'hui, l'augmentation même des prix est due à l'augmentation du carburant. Vous savez, ça crée un effet domino. Dès lors que le carburant augmente, les transporteurs augmentent également le coût du transport et les marchands également augmentent le prix des denrées alimentaires. Voilà pourquoi j'ai dit que le gouvernement devrait revoir un peu cela, voir comment nous-mêmes nous pouvons cultiver les produits de première nécessité, notamment le piment, l'igname et autres, les produits que nous consommons au quotidien, pour ne plus que nous dépendions. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire importe l'oignon, importe de l'ail, importe des produits que nous pouvons cultiver ici sur nos sols. Je trouve ça aberrant. Donc je pense que le Premier ministre sur cela peut voir dans quelle mesure on peut remédier à cela. Alors le Premier ministre a aussi à la fin de son entretien lancé un message à l'endroit des partis politiques qui a appelé à la solidarité. Mais qu'est-ce qu'il appelle solidarité? Lui dire ce qui ne va pas, c'est faire preuve de solidarité. Lui faire toucher les réalités des populations du doigt. Moi, je crois que le Premier ministre a, je dis toujours, en Côte d'Ivoire, on donne l'impression qu'il faut gagner le discours plutôt qu'il faut gagner les solutions pour les populations. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a certains partis politiques qui se servent de cela pour, je veux dire, pour des causes politiques? Ben justement. Mais qu'est-ce qu'il appelle les causes politiques? Mais attends, le Premier ministre, bon, bref, c'est pas devant lui, je suis. Sinon, je lui aurais dit, mais qu'est-ce que vous appelez cause politique? Que quelqu'un dise que la vie est chère, c'est une cause politique, mais c'est lui-même qui en fait une récupération politique. Parce que aujourd'hui, le rôle des partis politiques est d'attirer l'attention du gouvernement sur ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est la vie chère. Le dit, si c'est fait de la politique, moi je suis désolé, mais ça c'est des réalités. Et la réalité, on n'a pas à la cacher. Sinon, si on la cache, le Premier ministre ne la verrait pas. Maintenant, la deuxième chose que je veux dire, quand le Premier ministre parle d'agropole, toutes ces stratégies-là, ça fait 15 ans, près de 15 ans de pouvoir. Où sont passées où a été fait cette politique-là? Aujourd'hui, on devait nous donner les conclusions des politiques, donc, qui défendent actuellement en termes de lutte contre la vie chère. Parce que, en fait, quand Ouattara venait au pouvoir, faut pas oublier, c'est sur cette thématique qu'il a mené sa campagne. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'était dire, voilà, j'ai pu maîtriser ça, grâce à ça, grâce à ça. Le lidul, il a brandi ça sur les panneaux ici pour nous dire voilà le lidul, voilà comment la vie est chère en Côte d'Ivoire. Et quand il est venu, ça s'est enflammé encore. Moi je dis, c'est la preuve de l'échec social de cette politique gouvernementale là et il faut qu'on en tire les conséquences. Je ne pense pas, quand le Premier ministre appelle à la solidarité des partis politiques, je ne pense pas qu'il veuille dire par là que les partis politiques doivent observer un mutisme par rapport à la vie chère. Non, je pense que le message peut-être n'a pas été bien compris par certains. Quand il parle de la solidarité, il appelle les partis politiques à soutenir le gouvernement dans sa lutte contre la vie chère. C'est-à-dire, ils appellent de ne pas se mettre en retrait. Ce qui concerne la Côte d'Ivoire concerne tout le monde, que nous soyons du PDCI, que nous soyons du RHDP, du MFA et autres. Les réalités ivoiriennes concernent tous les partis politiques. Est-ce que vous ne pensez pas que ces partis politiques sont justement concernés par ce qui se passe? Voilà pourquoi ils donnent de la voix, ils essaient de montrer des solutions, des portes de sortie au gouvernement. Justement, et c'est ce que le gouvernement attend. Le gouvernement attend quand même des solutions de la part de ces partis politiques responsables, de leur apporter des solutions pour qu'ensemble, ils puissent trouver des solutions, puisque tout le monde vit, que vous soyez d'un tel ou tel parti politique. Le PDC a proposé d'investir dans l'agriculture. Oui, mais justement, donc ce sont des solutions que le gouvernement, à mon sens, prendra en compte. C'est quand même une marque de solidarité. Comment? C'est une marque de solidarité. Mais bien sûr, c'est une marque de solidarité. Donc voilà pourquoi je disais que lorsqu'il appelle les partis politiques à la solidarité, ce n'est pas pour se taire sur les difficultés, mais bien au contraire, il attend leur expertise, il attend leurs conseils
pour mais il n'écoute pas les conseils. À la Côte d'Ivoire, ça fait 15 ans de pouvoir. Laisse-moi parler. Monsieur, on va permettre à la Côte d'Ivoire. Voilà, quand tu parles, je t'écoute. Oui, permettre à la Côte d'Ivoire de trouver des solutions. Parce qu'il faut le dire, la vie chère nous touche, nous tous, qui que nous soyons, que vous soyez noir, blanc, jaune, Djoula, Bété, Guéré, tout le monde vit les mêmes réalités. Donc je pense que l'appel du Premier ministre est à saluer. Moi, en tout cas, j'ai été satisfait. Je l'ai écouté de bout en bout. Et c'est vrai, j'ai été satisfait. Maintenant, j'attends qu'on déploie maintenant les solutions pour qu'on puisse voir véritablement ce qui sera. C'est bien compris. Messieurs, nous avons atteint les 52 minutes pour cette émission. On vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour vos différentes analyses. Merci bien. On va prendre rendez-vous pour le vendredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Puis bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Merci, Karim.